Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avions Laurence Gurnaud avec nous qui nous parlait de l'importance de la lecture. Effectivement, pourquoi nous choisissons de ne pas lire ou au contraire, pourquoi nous choisissons de lire. Et donc cette importance de la lecture qui nous permet d'être reliés à notre imaginaire et de le développer. Aujourd'hui, nous continuons notre quête d'humanité, notre quête de recherche de ce qui fait vraiment l'humain. Et dans cette quête, nous allons avancer sur un sujet qui, tôt ou tard, nous passionne tous, puisqu'il s'agit de l'accompagnement des personnes malades, des personnes handicapées et des personnes souffrantes. Alors, on n'est pas tous handicapés, mais à un moment donné, on a tous rencontré la souffrance, ou on va tous rencontrer la souffrance dans notre vie, et inévitablement, à un moment donné, eh bien, nous allons être des personnes âgées. Alors, pour parler de ce sujet, eh bien, nous avons une spécialiste avec nous, qui est Agnès Thibault. Agnès Thibault qui a fait une reconversion et qui finalement a choisi cette voie assez particulière d'accompagner des personnes. Bonjour Agnès Thibault. Alors merci d'être avec nous. Bonjour Bertrand, je suis contente de pouvoir participer à ton émission et essayer de répondre à tes questions et essayer de donner un peu plus de lumière sur ce beau métier qu'est être auxiliaire de vie à domicile auprès des personnes âgées pour les personnes qui nous regardent. Alors, pourquoi avoir fait cette reconversion? Pourquoi avoir choisi ce métier? Vous étiez plutôt dans la communication et avoir choisi de quitter le métier que vous faisiez pour reprendre des études et puis choisir autre chose. Alors, j'ai fait des études de communication par besoin d'être en contact en permanence avec des personnes, des clients, des sociétés, voilà, notamment dans le secteur du marketing et de la publicité. Mais ayant travaillé pendant 10 ans dans ce secteur-là, je m'essoufflais beaucoup et je ne voyais pas du tout de sens à la communication en général, où c'était beaucoup lié au métier de l'image, de l'apparence, et qu'il n'y avait pas du tout d'utilité, d'humanité dans tout ce que je faisais, dans tous ces métiers qui se recoupaient dans la communication, notamment en secrétariat, auprès de personnes, voilà, d'agences de pub, etc. Donc, je ne voyais plus de sens et d'utilité à ces études-là. Donc, j'ai choisi de changer de cap et de me reformer pour pouvoir être utile à un vrai public qui en avait besoin. Vous êtes en train de nous dire qu'effectivement, il y a une différence entre le fait d'être vraiment dans l'être même et dans le paraître. Et que votre métier avant, c'était le paraître, hein, et maintenant, c'est plutôt l'être. L'être, exactement. Et j'ai trouvé beaucoup plus de satisfaction à changer de voie et à prendre celle de l'être, car j'ai senti que je m'épanouissais plus et que je trouvais beaucoup plus d'intérêt à ce métier-là pour moi-même et d'abord en priorité pour les autres et ensuite pour moi-même. Est-ce que ce n'est pas justement l'inverse de ce que notre société elle-même est en train de faire? C'est-à-dire qu'on voit bien à travers les réseaux sociaux, on voit bien à travers tous les moyens de communication qui se développent, hein, justement, moyens de communication, que finalement on est de plus en plus dans le paraître. Je pense à certains réseaux sociaux notamment, où les gens expliquent je suis en train de manger, je suis de telle ou telle humeur. On est beaucoup dans l'extérieur, dans ce que l'on est en train de montrer à tout le monde, dans le voyeurisme. Alors vous êtes en train de me dire, ben non, moi je fais l'inverse, je reviens vers l'intérieur, je reviens vers l'être. Exactement, oui. Parce que j'avais surtout un grand besoin d'utilité et de service à rendre.
et que tous ces moyens de communication extérieure qui peuvent être utiles aussi ne me satisfaisaient plus et que je trouvais en effet que ça n'était plus lié à l'être même et qu'aujourd'hui on perd pied dans tout ce monde énorme que sont les réseaux sociaux, que la publicité, qui peuvent nous aider, puisqu'aujourd'hui on utilise la télévision pour pouvoir se parler, échanger, justement, mais c'est bien de revenir à l'être même et à l'humain, parce que de toute façon on s'en aperçoit qu'on en a de plus en plus besoin. Alors justement, revenons à l'humain. Peut-être qu'on va s'intéresser à Amos. On a 3 foyers de l'Arche de Jean Vanier. On a de nombreux foyers d'accueil de personnes âgées. Donc, on voit bien qu'effectivement, on a une population à Amos qui est très touchée par le public que vous visez, hein, l'accompagnement des personnes handicapées ou en fin de vie, des personnes âgées. Et ma question serait, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir justement aux personnes et à l'importance de cette personne? Alors justement, oui, c'est ce pourquoi moi j'ai choisi de travailler uniquement à domicile pour accompagner ces personnes âgées dans tous les actes quotidiens de leur vie, c'est-à-dire du lever au coucher, avec les repas, l'accompagnement, en balade, en loisirs, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes vieillissantes, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir se financer une place en maison de retraite et qui ont donc besoin d'être accompagnés à domicile. Et donc, c'est pourquoi il y a de plus en plus de besoin de personnel et de personnes qui puissent les accompagner. Et en plus, moi, j'ai choisi vraiment ce milieu-là parce que c'est très riche et qu'on est dans l'intimité de la personne même et qu'on vit pleinement avec elle tout au fur et à mesure de la journée et qu'elle nous apporte énormément parce qu'on apprend à la connaître au fur et à mesure des heures de la journée où on l'accompagne dans les services qu'elle souhaite et au fur et à mesure de l'année si on est amené à la revoir régulièrement au milieu de d'autres personnes qu'on voit évidemment puisqu'on est assez... Ouais. Alors ce que vous nous dites, hein, vous nous dites plusieurs choses. Un, c'est que ce que vous privilégiez, ce qui est important pour vous, c'est effectivement les personnes âgées qui sont chez elles. Voilà. Et donc, pour vous, c'est important que la personne elle-même reste chez elle. Exactement, ouais. Qu'elle reste chez elle, ouais, parce que si, pour justement l'accompagner jusqu'à la mort, par exemple, et que il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent partir, mourir chez elles, s'en aller chez elles, dans leur cadre, avec leur famille, dans leur cadre personnel, dans leur maison, dans leur intimité personnelle, avec leur confort et tout ce qui va avec, et que c'est un moyen pour elles de bien vieillir et de vieillir sans souffrance, plutôt qu'en maison de retraite, souvent, où on est à côté de personnes qui sont dans la même situation qu'elles et qui renvoient peut-être une image très triste et voilà, et que comme ça, Alors, vous vous situez à l'opposé. Vous vous situez à l'opposé de la pensée, j'allais dire globale actuelle, qui est au contraire de dire, je vais prendre l'exemple de Jacques Attali. Jacques Attali qui est un conseiller de président français. Il a conseillé le président François Mitterrand et tous les présidents jusqu'à François Hollande. Donc vraiment quelqu'un d'important, un philosophe français important qui lui pense qu'il faut se débarrasser, entre guillemets, c'est pas exactement le terme qu'il emploie, mais il faut se débarrasser des personnes qui ont plus de 75 ans puisque elles ne sont plus utiles, elles ne produisent plus pour la société. Et donc, vraiment, elles sont une charge. Et à partir du moment où on est une charge pour la société, eh bien, on doit disparaître. Donc vous, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est assez triste d'entendre tout ça, assez consternant,
puisque une personne, du jour où elle est née et du jour où elle décède, reste une personne à part entière avec toute son humanité et qu'on doit la respecter et qu'on doit respecter sa dignité et qu'on doit lui laisser sa dignité jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, donc c'est pourquoi je pense qu'à domicile, ça leur permet vraiment de vivre tout ça pleinement et de contrer tout ce qu'on peut entendre pour essayer de leur rendre service, alors qu'en fait, ce n'est pas leur rendre service du tout, puisque c'est leur enlever leur dignité, leur enlever le respect d'elles-mêmes. Et voilà. Parce que selon vous, visiblement, dans ces centres, on devient plutôt un numéro et c'est la chambre 314 qui pose encore problème. Et puis, on passe moins de temps. On voit bien aussi que les enfants et petits-enfants viennent moins voir leurs parents, leurs tantes, etc. Parce qu'effectivement, on est pris dans des vies avec des rythmes importants. Et donc, on a de moins en moins de temps. Ouais. Voilà, exactement. Après, moi, je ne veux pas juger toutes les maisons de retraite. Il y a énormément de moyens qui sont mis en place de plus en plus pour satisfaire ces personnes avec toutes les autres personnes âgées qui les accompagnent, où elles vivent en collectivité, en communauté. Il y a de plus en plus d'ateliers, de loisirs créatifs pour les accompagner, pour les sortir de leur chambre et éviter de les laisser seules. Donc ça, c'est de plus en plus mis en place parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient très isolées. Mais après, la question est sur tous les moyens financiers. Donc voilà, les personnes qui n'ont plus de famille, par exemple, souhaitent partir en maison de retraite. Comme ça, elles ne sont plus seules chez elles. Elles ont des auxiliaires de vie comme moi qui peuvent les accompagner, mais ce n'est pas essentiel. Voilà. Et enfin, la chose positive, en tout cas qu'on peut dire, c'est qu'il y a énormément de travail dans ce milieu-là et qu'il y a énormément de demandes pour accompagner les personnes à domicile et que c'est dommage qu'on ne développe pas assez ce métier ou pour l'instant, à tous les niveaux. Voilà. Le métier est encore un peu méconnu. Ce métier est pris en charge par l'État. C'est l'État, en gros, qui doit subvenir. Et donc, effectivement, pour l'État, encore une fois, c'est ce que dit Jacques Attali, c'est que finalement, c'est à l'État de se substituer et donc d'assumer ça. Et donc, c'est une charge pour l'État. Et ce n'est pas rentable. Est-ce que c'est pas aussi une conception de la vie qui est complètement différente? Je repense à il y a ne serait-ce que quelques années où finalement toute la famille entière vivait ensemble. On vivait avec ses parents, avec ses grands-parents, et il y avait une transmission. Oui, exactement. Il y avait une transmission de la famille, des valeurs de la famille. Mais aujourd'hui, tout ça se perd. Et le fait de pouvoir rester à domicile, ça permet justement de regrouper la famille autour de l'ancêtre, entre guillemets, celui qui laisse l'héritage de la famille, celui qui laisse les valeurs de la famille. Ça permet tout ça, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce moyen de fonctionner parce que de temps en temps, c'est trop dur pour la famille de voir décéder son proche, son père ou sa mère à domicile et ils préfèrent se décharger sur un personnel soignant qui le fera en maison de retraite ou en structure. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans le débat de la mort à domicile, hein, qui a été aussi très, très discuté, aussi bien en France qu'au Canada, aux États-Unis, partout. On a vu en Europe entière, on voit le débat de la mort dans la dignité, bien que ce terme soit très discutable. Mais restons donc, tant qu'on est encore en vie, restons sur cette personne vivante et de savoir justement comment et quelle est l'importance de cette personne vivante et comment peut-être découvrir cette richesse. Donc, pour moi, personnellement, en tant qu'auxiliaire de vie à domicile, ce que j'ai remarqué aussi et ce que j'ai trouvé aussi le plus important dans ce travail, c'est la transmission de la personne âgée, de tout ce qu'elle comporte, de tout ce qu'elle est au niveau de ses connaissances, au niveau de ses qualités humaines, de son caractère.
de tout ce qu'elle transmet quand on est à ses côtés. Et de tout ce qu'elle transmet aussi au niveau de la famille, qui est le lien autour d'elle, quand on aperçoit la famille qui vient à domicile au moment où on travaille aux côtés de cette personne. Donc c'est une vraie transmission de valeurs familiales, de valeurs, de qualité, d'amour, de tendresse, de générosité à partager autour de cette personne âgée pour laquelle on travaille, mais qui fait un vrai lien autour d'elle et par elle avec la famille qui vient, le personnel soignant et tout le monde. Voilà, donc c'est une vraie transmission. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, que l'on soit où que l'on soit, on est unique. Et chaque famille Exactement. est unique, chaque personne n'est pas égale de la voisine. En ce Oui, sens où l'expérience qu'elle a accumulée n'est pas la même que celle d'à côté. Et encore moins, je vais donner un exemple très simple, entre le Québec et la France, eh bien, il y a des vécus, des histoires très différentes. Et c'est d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais c'est d'ailleurs assez étonnant que, curieusement, on vote les mêmes lois en même temps, parce que nos histoires sont radicalement différentes. L'histoire du Québec est très récente, alors que l'histoire de France et l'histoire de l'Europe en général est très longue, très âgée. Donc, pour reprendre ce que vous nous dites là, si je comprends bien, c'est que chaque personne âgée n'est pas tellement dans la rentabilité, pour reprendre ce que disait Jacques Attali, mais plus au contraire dans un enrichissement peut-être même de toute notre société, de chaque tout à famille, mais fait. peut-être Ouais. de toute société. Par Oui, ses valeurs exactement. propres, par son expérience, on rencontre notamment ici en Abitibi eh bien, des gens qui ont été... les parents ont été cultivateurs et eux sont fermiers, sont médecins, sont camionneurs. Donc on voit qu'il y a eu une certaine transmission, mais peut-être que cette transmission est en train de s'arrêter. Ou est en train de reprendre, d'être revalorisé avec tout ce développement, notamment d'agences de services à la personne qui pullulent de partout, ce qui est un bien et un moins bon, parce qu'il y a beaucoup de business autour de tout ça, mais on remarque que les personnes âgées ont de plus en plus besoin d'aide et d'être accompagnées à domicile. Et il y a de plus en plus d'agences qui fournissent ce genre de services. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, en effet, les grands-parents sont un lien indispensable, par exemple avec les petits-enfants. Et on sait par exemple qu'il y a des petits-enfants qui ont été élevés par leurs grands-parents. On sait que le petit-enfant confiera quelque chose qu'il ne dira jamais à ses parents. Donc, c'est juste pour recouper ce que vous disiez tout à l'heure, que la personne âgée, le grand-père, la grand-mère est un héritage familial d'affection, de connaissances, de savoir, et indispensable aussi dans le grandissement, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, dans une personne qui grandit dans la famille, quoi. Par exemple, voilà, on sait que les petits-enfants ont été élevés par leurs grands-parents, ils n'ont pas connu leurs parents, et que grâce à leurs grands-parents, ils ont pu grandir avec de l'affection et des valeurs de famille. Notamment Voilà, les valeurs de foi, les valeurs d'espérance, d'éducation. d'éducation, font partie de cette transmission qui n'est pas rentable. Hein, Voilà. parce Ouais. que Donc, oui. l'éducation en tant que telle, ce n'est pas apprendre à serrer un boulon ou à faire des études d'architecte, etc. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui constitue la personne humaine. Oui, c'est la transmission des valeurs, l'éducation pour moi. La transmission des valeurs dans leur ensemble, des valeurs en général, d'amour, de politesse, de connaissance, de savoir, de vie en communauté avec les autres, avec la société, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas tout ce qui nous différencie aussi des robots, par exemple? C'est-à-dire Oui, qui fait qu'effectivement, on est à la fois héritier, mais à la fois transmetteur. ouais, tout à fait, oui, exactement. Oui, je suis d'accord. Exactement, je suis d'accord avec vous. Et puis, heureusement, on ne tombera jamais dans ce monde-là de robots. Et
puisque ce qui est très positif et ce qui est très beau en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent contre tout ça et qui travaillent pour maintenir cette dignité à ces personnes âgées, chez elles, pour elles. Et je trouve que ça se développe en tout cas de plus en plus autour de nous. Donc c'est très positif. D'accord, il y a peut-être un mouvement d'ailleurs, on pourrait dire l'inverse, parce que d'un Ouais, autre côté, on voit bien qu'il y a une robotisation. Je pense par exemple ouais, à la première hôtesse automatisée et entièrement robotisée au Japon, qui remplace une hôtesse et qui est capable de répondre dans 3 langues différentes à tous les visiteurs. ouais, Donc on voit bien qu'effectivement, on a à la fois un côté humanisant fort et en même temps un côté déshumanisant en se disant ben, si je télécharge 3 langues et que mon robot est capable de comprendre ce qu'elles disent les gens, eh bien j'ai remplacé l'être humain. Mais c'est ouais, plus que ouais, ça. ouais. Oui, c'est plus que ça, puisque l'être humain, les robots ne remplaceront jamais la sensibilité humaine, ne remplaceront jamais le toucher, ne remplaceront jamais la présence de quelqu'un, une présence physique. Et aujourd'hui, c'est ce dont a le plus besoin une personne âgée, une personne vieillissante, une personne malade, handicapée. On s'imagine souvent que ça va beaucoup plus loin, alors qu'elles ont juste besoin de présence, de contact, de relationnel, de tendresse simple et de simplicité et d'être considérées comme des vraies personnes qui ont, à part entière, qui ont encore toutes leurs connaissances, leur mental, plus ou moins vacillant, et elles ont besoin d'être considérées comme des personnes à part entière. Voilà. J'ai moi-même accompagné pendant très longtemps des personnes en fin de vie et je me souviens, j'allais voir une personne et à chaque fois que je rentrais dans sa chambre, elle m'insultait pendant tout un moment. Et quand je repartais, elle me disait toujours « Merci beaucoup pour votre visite ». Ouais. Et j'avoue que c'était toujours assez étonnant parce que je me disais ben, « Ça ne sert à rien que j'y aille en rentrant parce que je savais que j'allais me faire attraper pendant un quart d'heure à peu près. » Et qu'au bout d'un quart d'heure, ben, j'avais « Merci pour votre visite ». Donc on Ouais. voit cette difficulté, mais aussi ça permet de montrer que chacun a son histoire propre et Ouais. que on n'est pas tous gentils, on n'est pas tous méchants. Et justement, c'est peut-être ça qui fait notre humanité, c'est que finalement, dans la palette humaine, eh bien peut-être qu'il y a tous les sentiments possibles et inimaginables qui vont du plus grand bourreau au plus gentil calinours. Ouais, 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 ouais. Donc c'est justement c'est ce qui fait la richesse du métier, euh, puisque chaque personne à part entière est différente et unique, comme vous disiez aussi tout à l'heure, et que voilà, c'est ce qui fait la richesse du métier et c'est ce qui rend le travail toujours, enfin de plus en plus beau et surtout inépuisable. On ne s'épuise pas à faire ce métier parce que chaque jour est différent, chaque personne est différente et on est obligé de s'adapter à son caractère, à sa personnalité, à sa pathologie, à ses contrariétés d'humeur, à ses changements d'humeur, etc. Mais voilà, c'est ce qui fait la beauté du métier, c'est que ça change tout le temps. Donc, Alors, voilà. on va bientôt arriver au terme de notre émission. Alors, vous savez que notre émission s'appelle Choisis et comme son nom l'indique, eh bien, on termine toujours par une question qui a pour but de faire réfléchir nos téléspectateurs et peut-être même de leur faire prendre des décisions auxquelles ils n'ont pas forcément pensé, puisque je pense notamment à ce que vous avez dit tout à l'heure, eh bien, que les grands-parents avaient du poids. Et dans notre société, autrefois, il y avait une seule personne pouvait faire vivre une famille de plusieurs enfants. Hein. En Abitibi, on avait régulièrement des familles de 12 enfants qui étaient donc nourris par un seul travailleur officiel. Hein. Et généralement, c'était le père. La mère était au foyer et elle travaillait beaucoup parce qu'elle s'occupait des enfants. Mais il y avait un seul salaire, on va dire. Aujourd'hui, Ouais. on voit bien qu'effectivement, il faut le travail de 2 personnes et l'aide justement des grands-parents pour constituer la famille. Alors, on Ouais. termine par une question. Quelle serait votre question ? Euh, le,
Moi, je dirais le contact, pour vous, personnes qui nous regardez, qui nous écoutez, le contact avec les personnes âgées n'est-il pas le moyen de grandir en humanité? Alors, choisis-tu d'aider ces personnes à vivre dignement? Ah, ça, c'est une bonne question. D'autant que c'est une question très ouverte. Hein. Si je reprends votre question, c'est aussi la possibilité d'aller voir pas seulement nos personnes âgées, c'est-à-dire nos grands-parents, etc., mais peut-être même vous êtes en train de demander à nos téléspectateurs s'ils ne choisiraient pas aussi d'aller voir d'autres personnes âgées dans des foyers. On en a encore une fois de nombreux à Amos. Et effectivement, ça pourrait être une bonne chose eh bien, d'aller rencontrer des personnes âgées que l'on ne connaît pas forcément, mais qui, elles, connaissent l'histoire de notre région, qui sont capables de raconter ce qui s'est passé il y a 40 ans, 50 ans, et pour certaines, ça va même jusqu'à 100 ans. Je connais personnellement des centenaires ici. Donc, c'est toujours intéressant de les entendre parler de ce qui s'est passé dans notre région. Je parle de la région d'Amos, mais ça peut être n'importe quelle région, évidemment, de là où vous nous regardez. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. J'étais ravie de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci, nous aussi. Merci à vous tous qui nous regardez et à la semaine prochaine.